You seek an end to love. Love will yield to business. What the fuck is that? Fuck! Es-tu prêt ou prête à faire face à une récession? Si tu détiens des cryptos, c'est le moment d'en parler, c'est le moment d'y songer. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir plusieurs indicateurs qui indiquent qu'on pourrait effectivement vivre une récession très très sérieuse dans les mois à venir. Alors, premier indicateur, il est un petit peu flou, mais je vais décrire rapidement. On voit que en 2020, en 2008 et en 2000, on a eu des récessions. On voit la couleur jaune. Et pendant ces périodes-là, la liquidité a augmenté. Mais ça n'a pas empêché en fait qu'une récession survienne. C'est pour ça qu'actuellement, on est de nouveau dans une période qui, voilà, dans laquelle on va avoir beaucoup plus de liquidité sur les marchés, mais ça n'empêcherait pas en fait une récession, comme on a vu précédemment. Et certains considèrent comme Raoul Pal que non, il faut se fier à cet afflux de liquidité. D'autres non, considèrent que ce n'est pas c'est les conditions économiques qui sont à prendre en compte et pas la liquidité finalement. Au-delà de l'expansion de la liquidité et de la masse monétaire, en parlant d'indicateurs économiques sur l'économie réelle, on a le taux de chômage aux États-Unis qui commence à exploser. On voit alors c'est la ligne bleue. La ligne bleue indique le taux de chômage. Donc voilà, quand en 2020, du jour au lendemain, tout le monde a arrêté son activité, ou quasiment tout le monde. Voilà, ça a causé un pic sur cet indicateur. Et on a aussi le RSI, Relative Strength Index, qui indique en fait la force du mouvement. Et que là, lorsqu'on dépasse les 50, eh bien, comme on a vu auparavant, ça ne trompait pas. Boum, 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 et ça correspondait à chaque fois à une récession plus ou moins longue. Et c'est ce qui se passe en ce moment même. On a dépassé ce niveau et là, bullish cross. Et logiquement, ça indiquerait aussi une récession. Pas garantie, mais autre indicateur. Autre argument, et non des moindres en faveur d'une récession à venir, il faut comprendre dans un premier temps ce que c'est l'inverted yield curve. À quoi ça correspond? C'est lorsque les rendements s'inversent au niveau des bons du trésor américain. Donc les bons du trésor américain ont un rendement. Il y a les bons du trésor à long terme et à court terme. En temps normal, les bons à long terme offrent de meilleurs rendements. Mais là, on voit que depuis un certain temps, eh bien, c'est l'opposé. Les bons du trésor américain à court terme offrent de meilleurs rendements. Et dans ces cas-là, couplé avec un range comme ça des taux de la Fed, donc là, on voit qu'à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Récession, mince, pardon, récession, voilà. Et actuellement, on est exactement dans ce cas-là. En parallèle du fait que les acteurs du marché privilégient les bons du trésor à court terme, ce qui indique qu'ils ne sont pas très confiants, que la situation est incertaine, un autre indicateur, donc le Samarkand Recession Indicator, eh bien nous indique comme quoi on pourrait de nouveau aussi là avoir un pic, et lorsqu'il y a un pic, il y a une récession. Là, qu'est-ce qui se passe? Il semblerait qu'on commence à partir fort vers les plus hauts, quoi. Peut-être que ça ira jusqu'à 2, 4, 6, pourvu que ça aille pas aussi haut, mais si ça va aussi haut, si on atteint ne serait-ce que, je pense, 1, là ce sera indéniable. À partir de 1, on peut pas dire que non, c'est un fake-out. Et pourtant, l'inventeur a signalé comme quoi ça pouvait être un fake-out. En gros, là on pourrait faire abstraction de cette augmentation et dire non, il n'y a pas de récession. Non. En attendant, un indicateur, c'est un indicateur. À voir. En tout cas, ça indique comme quoi on pourrait avoir une récession dans peu de temps, quelques semaines, quelques mois. D'autre part, on a Henrik Seeberg, un macroéconomiste, on peut considérer sur Twitter une grande renommée, qui lui pointe du doigt les liquidistes, en gros comme Raoul Pal, qui suggère que non, on va avoir un bull run jusqu'à fin 2025, il n'y a pas de récession, la Fed, le gouvernement américain ne peut pas se le permettre. Selon lui, c'est pas le cas, parce que lors de la récession en 2008, eh bien, pourtant on était encore une fois dans une phase d'expansion monétaire, mais il y a eu une récession. Et il faut savoir que là, actuellement, l'inversion donc des taux
des taux d'intérêt pour des bons du trésor américain, eh bien, cette inversion est aussi grande qu'en 1929. Et en 1929, ça a été violent. Et aussi, le consommateur, là, actuellement, eh bien, il peine. C'est difficile pour la vie actuelle, du moins subvenir à ses besoins, tout ça, c'est pas dans plusieurs pays, pas qu'aux États-Unis, c'est vrai que c'est pas facile. Et par-dessus le marché, on a un PIB à 200% par rapport à la capitalisation boursière du pays. Alors qu'en 2007, c'était 107. Donc c'est le double. Encore une fois, c'est pas le petit consommateur, c'est pas monsieur et madame Michou au SMIC qui, en l'espace d'une décennie ou un peu plus, ont fait doubler la capitalisation boursière du pays. Non, non, non. Ça prouve effectivement qu'il y a un petit problème, il y a un décalage entre l'économie réelle et la finance. Bon, chacun fait ce qu'il peut pour se protéger de la dévaluation monétaire, mais en attendant, voilà, les répercussions, elles sont là, quoi. Mais là, tu te dis peut-être, Guillaume, quel est le lien avec les détenteurs de crypto? J'y viens. Tout cela pourrait déboucher sur une déflation dépressive ou déflation récessive. C'est une crise économique grave caractérisée par une baisse générale et soutenue des prix, déflation, dans l'économie, accompagnée d'une forte contraction de l'activité économique. Lors d'une déflation dépressive ou récessive, les entreprises et les consommateurs réduisent considérablement leurs dépenses, ce qui entraîne des faillites en série, une augmentation du chômage, et voilà, ce qui est lié donc à une récession profonde, voire une dépression. Aujourd'hui, on ne parlera pas de dépression, on s'attarde sur la dépression et la déflation. Alors, quelles sont les caractéristiques? Déjà, baisse des prix, les prix des biens et services diminuent de manière généralisée, donc ça c'est bon pour monsieur et madame Michou, on ne pourra pas dire le contraire. Aussi une réduction de la demande, les consommateurs et les entreprises réduisent leurs dépenses en raison de l'incertitude, ou de l'attente que les prix continuent de baisser. Ça peut se comprendre aussi. On se dit, oh, tel ou tel service, produit a tendance à diminuer, du moins le prix de ce produit ou service a tendance à diminuer, donc pourquoi ne pas attendre? Également augmentation donc, du fardeau réel de la dette. À mesure que les prix baissent, la valeur réelle ajustée à l'inflation de la dette augmente, rendant le remboursement des prêts plus difficile pour les emprunteurs. En gros, si j'emprunte 1000 euros aujourd'hui et je sais que ces 1000 euros dans quelques temps auront subi la dévaluation monétaire et qu'au final je me retrouve avec 750 euros en termes de pouvoir d'achat par rapport au moment où j'avais emprunté les 1000 euros, et bien tout de suite c'est moins intéressant. Pourquoi? Parce que si je sais que l'inflation va continuer, la dévaluation monétaire va continuer, et bien les euros que j'obtiens maintenant, si je les investis dans des actifs, je sais que je vais m'enrichir, et les euros que je rendrai plus tard, eh bien ils auront moins de valeur, ou les euros, ou les dollars, ou peu importe, les monnaies fiduciaires. Donc c'est intéressant. Mais si l'opposé se déroule, eh bien c'est moins intéressant. Parce qu'au final, je dois rendre plus en quelque sorte. Le montant reste le même, mais étant donné que le pouvoir d'achat de la monnaie a augmenté, voilà, c'est plus très intéressant. Et ça pose problème pour les emprunteurs. Également les faillites d'entreprises, donc les entreprises peinent à maintenir leur rentabilité, ce qui conduit à des licenciements, des faillites, etc. Un chômage élevé, en raison des coûts budgétaires des entreprises, le chômage augmente, ce qui réduit encore les dépenses des consommateurs et alimente un cercle vicieux. Finalement, c'est ça, c'est un cercle vicieux qui en découle. Les causes, alors il y a la contraction du crédit, une réduction brutale des prêts et des emprunts, souvent après une crise financière ou l'éclatement d'une bulle spéculative. On en revient à ces 200% de capi par rapport au PIB, qui n'était que d'un peu plus de 100% il y a un peu plus d'une décennie, voilà, une sorte de bulle. Surproduction, lorsque l'offre dépasse la demande, entraînant une baisse des prix et un surplus de biens invendus aussi. L'excès de dette, on voit que la dette a dépassé les 35 trillions aux États-Unis. On est même en l'espace de en 2-3 semaines, on a déjà ajouté entre 250 milliards et 300 milliards en l'espace de même pas un mois. Donc la dette, c'est vraiment une dinguerie. Des niveaux élevés d'endettement peuvent conduire à une déflation dépressive lorsque les consommateurs et les entreprises commencent à se désendetter, finalement, et rembourser leurs dettes au lieu de dépenser aussi. Ça, si on privilégie le remboursement de la dette, eh bien, l'argent qu'on déploie pour ça, eh bien, il ne va pas servir à acheter des produits, des services. Et c'est là où ça concerne les investisseurs crypto, une chute des prix des actifs, surtout considérés à risque, comme les cryptos.
Voilà, une baisse de la valeur des actifs tels que l'immobilier ou les actions peut entraîner une perte de richesse et de confiance. Ça, voilà, logique. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est sur les cryptos et même Bitcoin, étant donné que Bitcoin est une valeur refuge, mais n'est pas perçue comme une valeur refuge pour le moment, en tout cas, par les investisseurs, les épargnants, eh bien, on sait ce qui se passe lorsque une déflation arrive et que voilà, les actifs sont délaissés, tout simplement. Les actifs, dans ces cas-là, sont délaissés, et ce serait pas étonnant qu'on voit les cryptos se faire massacrer, et Bitcoin prendre très cher pendant un moment, quoi. Donc les cryptos, on ne sait pas, selon l'évolution des entreprises. Enfin, pour les cryptos qui émanent d'une entreprise, on ne sait pas si ces entreprises-là réussiront à endurer tout ça, à absorber ce choc. Donc voilà pourquoi il faut prendre en compte cette potentielle récession qui arrive, quoi. Dans le cas de Bitcoin, bon, bah, on peut hodl, comme on dit, on peut attendre quelques mois avant que la course reprenne. De toute façon, on sait très bien ce qui se passera après, hein. Ce sera non pas des trilliards, mais des trillions qui seront injectés. Et là, les actifs, là, ce ne sera pas des chutes, ce sera des explosions à droite à gauche, notamment Bitcoin. Mais les cryptos, encore une fois, selon la durée de cette récession et la violence, voilà, ça peut justement être fatal pour certaines entreprises et certains projets et certaines cryptos. Et on pense à la Grande Dépression, donc de 1930. C'est l'exemple le plus connu d'une déflation récessive. Après le crash boursier de 1909, l'économie est entrée dans une spirale déflationniste, avec une baisse des prix, un chômage élevé, et une série de faillites bancaires conduisant à une dépression économique prolongée et sévère. Et c'est peut-être voilà, ce qu'on va vivre d'ici quelques temps. Et pour terminer, voici l'hypothèse de Camel Finance, avec la baisse des taux le 18 septembre, ouais, je crois que c'est ça, le 18 septembre. D'ailleurs, ça correspond parfaitement à la récession de 2008. C'est arrivé aussi 18 septembre 2007, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'était le même jour. Assez troublant comme similitude. Après, on aurait un dollar qui reprendrait énormément en force. Là, on est à 105. L'indice du dollar américain, il est à 105, donc 130, 140. Voilà, là, ce serait assez impressionnant. Les marchés, de ce fait, se feraient déchirer. On aurait potentiellement, non pas nous, ce serait peut-être Tether, JP Morgan, ou alors ce serait les banques centrales qui lanceraient une bonne fois pour toutes leur monnaie numérique, couplée donc avec l'identité digitalisée, l'identité numérique, ces fameux passes, je dirais même, un peu comme en Chine. J'ai pas trop abordé ce sujet encore, mais je pense que ce sera le cas dans très peu de temps. Voilà, donc tout ça, en fait, ça mènerait à une situation propice à l'avènement de cette dystopie, une bonne fois pour toutes, en Europe et aux États-Unis. Et quelques temps après, donc est-ce que ça viendrait mi-fin 2025, ou bien, je ne sais pas, mi-fin 2025, peut-être 2026, une explosion de la masse monétaire, comme je disais il y a quelques minutes, avec l'injection de liquidité, mais là, on pourrait peut-être injecter 20 trillions, peut-être que la Fed déciderait d'injecter 20 trillions, donc 20 000 milliards supplémentaires, et là, les actifs connaîtraient un rebond phénoménal. Mais en attendant, ce serait difficile à gérer, quoi. Si tu juges que j'ai oublié des éléments, n'hésite pas à commenter tout ça, je me ferai un plaisir de te répondre, parce que je pense que c'est important d'échanger sur le sujet. Peut-être qu'effectivement j'ai oublié un indicateur, ou alors j'ignore quelque chose en particulier. N'hésite surtout pas. Sur ce, j'espère que tout va bien de ton côté. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et à tes succès, malgré une récession, peut-être.